Chaque année, plus de 50 000 personnes disparaissent, la plupart volontairement. Elles quittent tout, du jour au lendemain, pour refaire leur vie ailleurs et laissent derrière elles des parents, des enfants, des amis. Depuis 20 ans, j'enquête pour aider ces familles à retrouver leurs proches disparus. Elles ont souvent tout tenté pour reprendre contact, des années de recherche et rien. Si vous pouviez me faxer aussi tous les éléments que vous avez sur lui, nom, prénom, date et lieu de naissance et l'adresse que vous avez trouvée, moi je vérifie tout, je vous rappelle. Plus qu'une passion, mon expérience me permet aujourd'hui de répondre aux attentes de ces familles. Avec mon équipe, notre objectif, les réunir à nouveau. Stéphane recherche sa mère qu'il a abandonnée alors qu'il n'était qu'un enfant. Confié à ses grands-parents, il n'a jamais pu se faire au départ de sa maman. Elle me manque, oui, parce qu'il y a un trou quelque part en moi, il y a un trou. Pour lui, elle n'a pas eu le choix. Après plus de 40 ans et grâce au soutien de sa fille, il est enfin prêt à la retrouver, dans l'espoir de reconstruire quelque chose ensemble. Séverine est originaire de la Polynésie. Elle s'est installée en France récemment, dans l'espoir de retrouver son demi-frère, le premier enfant de sa maman. Pour moi, ça a été la meilleure des mamans et si je peux lui faire un cadeau, ce serait celui-là. Un cadeau qu'elle souhaite plus que tout offrir à sa famille. C'est alors pleine d'espoir qu'elle fait appel à moi pour mener ses recherches. Alice recherche son père. Peu après sa naissance, ses parents se séparent. Son père rentre en Espagne. Sa mère refait sa vie en France, mais place Alice et son frère en foyer. Une enfance difficile, sans repère. À 60 ans, elle veut comprendre les raisons qui ont poussé son père à partir, sans jamais essayer de les revoir. Nous sommes quand même ses enfants, et bon, je pense que des enfants, ça compte quand même dans une vie. Stéphane n'était qu'un bébé quand sa mère l'a abandonné. À 42 ans, il souffre encore terriblement de son absence. Justine, sa fille de 17 ans, m'a contacté il y a quelques mois pour l'aider à la retrouver. C'est elle qui le soutient. Afin de mieux comprendre les motivations de son père, je les retrouve en Moselle, là où Stéphane a grandi, auprès de ses grands-parents maternels. Bonjour. Bonjour. Stéphane? Oui. Enchantée. Bonjour. Patricia. Bienvenue à Saint-Rémy. Bah, c'est gentil, je suis ravie de vous rencontrer enfin. Ah oui. Depuis le temps qu'on se parle au téléphone. C'est vrai. Je vous suis. Merci. Merci. Ça c'est la photo, la seule photo que j'ai de. Alors votre mère, elle est où là? Alors, voici Marie-André. Avec le bandeau, avec Voilà, le serre-tête. voilà. Et votre mère, vous l'appelez Marie-André, vous dites pas maman? Ma grand-mère, je l'appelle maman, mais Marie-André, j'ai jamais appelé maman parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion, tout simplement. J'ai pas eu le temps de l'aimer. Enfin, elle vous a manqué. Bah, elle me manque. Oui, parce qu'il y a un trou quelque part en moi, il y a un trou. Stéphane n'a jamais compris les raisons qui ont poussé sa maman à tout quitter. Pourquoi n'est-elle jamais revenue? A-t-elle vraiment souhaité abandonner son fils? Pour Stéphane, la vérité est ailleurs. Sa grand-mère maternelle l'a volontairement privé de sa mère, partie aux Antilles refaire sa vie. À l'époque, quand elle voulait partir et quitter la maison, mes grands-parents et mes tantes et toute la famille voulaient me garder. Ma grand-mère avait demandé, soi-disant, comme j'ai pu comprendre par la suite, qu'elle me laisse à elle et qu'elle parte parce qu'elle n'était pas capable, soi-disant, de m'élever. Soi-disant une fille facile qui aimait vivre, la fête et tout, comme la plupart des jeunes demoiselles à cette époque-là. Et puis bon, ma grand-mère a demandé ma garde. Je sais qu'un jour, ma mère est revenue pour soi-disant me reprendre. À ce moment-là, ils lui ont dit comme quoi, non, pars, on s'occupera très bien de lui, on va l'élever pour toi, vis ta vie. Après toutes ces années auprès de sa grand-mère maternelle, Stéphane a essayé d'obtenir d'autres informations. Elle a récemment accepté de lui donner une adresse aux Antilles, une piste inespérée. C'est la dernière adresse que ma mère avait
chez des gens, apparemment des gens très gentils. Donc il y a 10 ou 15 ans, votre mère vivait en Martinique? Voilà. Chez de la famille Bertram Renoir. 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 Quartier Bonclin. Quartier Vauclin. Bon, ben on va tâcher de vous la retrouver. Hein. Ça va pas être facile hein, si elle est en Martinique. C'est loin, la Martinique, dis donc. Stéphane peine à exprimer ses sentiments. Il semble marqué par son histoire. Avant de le quitter, je prends le temps de discuter avec sa fille Justine. C'est plus ou moins moi qui booste mon père à chercher. Au fond de lui, il aime sa mère, mais il ne veut pas le dire. Il est comme ça, mon père. Et vous lui diriez quoi? Tu m'as manqué? Papa, il a parlé de toi toute sa vie? Oui, qu'elle a manqué un peu à tout le monde quand même si je la connais pas vraiment. Pour Justine, derrière l'absence de sa grand-mère Marie-André, se cache un secret de famille. Ils doivent cacher des choses, ils ne veulent pas le dire à mon père. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on la retrouve ou je ne sais quoi. Parce qu'ils ne veulent pas que, sans doute, que mon père sache la vérité, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils cachent parce qu'ils ne veulent pas que Marie-André revienne et tout. Parce qu'il serait peut-être responsable de son départ? Oui, peut-être parce qu'ils l'ont jeté dehors ou je sais pas. Elle est très importante dans la démarche de son père. On sent qu'elle le soutient, qu'elle fait des démarches à sa place, elle décroche son téléphone. C'est toujours elle qui, à chaque fois que j'ai laissé un message à son père, m'a rappelé ou décroché. Elle joue un peu le rôle d'une petite mère quoi, pour lui. Donc voilà, ça m'a touchée. Et puis voilà, un garçon abandonné par sa maman, je ne peux pas rester insensible. Surtout que, je dis abandonné, mais je pense au fond de moi qu'elle ne l'a pas abandonné. Donc ça a été ma motivation principale dans cette histoire. Je pense que Marie-André a été privée de son fils. Bon, j'espère ne pas me tromper, parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, je pense que cette femme a été privée de son fils et j'ai envie d'aller au bout pour savoir ce qui s'est passé. Avant de quitter Sarreguemines, je décide de me rendre chez la grand-mère de Stéphane, la seule personne à connaître les vraies raisons du départ de Marie-André, il y a 40 ans. Je l'entends, mais elle est derrière la porte. Mais elle doit me voir à travers le judas. Donc elle m'ouvre pas. Après quelques minutes à attendre dans le hall de l'immeuble, j'ai finalement appelé Stéphane. Il a tenté de joindre sa grand-mère. Elle est bien chez elle, mais refuse de me recevoir. Sa fille Justine me rejoint pour tenter de la convaincre. Donc ici, là, donc on n'entend pas beaucoup. C'est totalement débile. Hein. Et vous pouvez pas essayer d'appeler... Et votre grand-mère, elle a un numéro de fixe ou pas? D'habitude, elle vous ouvre à vous? Ils vous ont vu du balcon. Ah, du balcon, d'accord. Et du coup, ils ont dit qu'ils ne veulent pas vous parler. Alors ils vont pas ouvrir la porte. Mais même votre tante hein? Tout le monde. Mais pourquoi? Mais je vous ai dit, c'est débile. Hein. Déterminée, Justine me propose de remonter et d'insister devant la porte d'entrée. C'est bizarre, on n'entend pas sonner. Mais sinon, c'est mieux. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. Ah, ils vont pas ouvrir donc on est là. C'est dingue ça. Ouais, ils ont des trucs à se reprocher à ce nous ça. La grand-mère de Stéphane ne répond pas. Je décide de ne pas insister davantage. Je récupère le numéro de téléphone. Je les appellerai en rentrant. D'accord. Parce que là, ils m'ouvriront pas, c'est pas la peine. Hein. Ah oui, c'est clair. Ciao, ciao, à bientôt. Bye. Je repars bredouille aujourd'hui. Là, je pense que je n'obtiendrai rien de la famille, donc je pense que visiblement, ils ont quelque chose à cacher. Je ne sais pas quoi, mais ça me donne encore plus envie de fouiner. De retour sur Paris, j'ai relancé la grand-mère de Stéphane, mais n'ai obtenu aucun contact. Ma seule piste, la Martinique.
Marie-André se serait installée aux Antilles il y a une dizaine d'années. Je contacte les administrations sur place pour tenter de me renseigner. La personne que je cherche, apparemment, vivait aux dernières nouvelles en Martinique. Je n'ai pas beaucoup de moyens pour la localiser. Je n'ai que cette information-là. Non, mais juste me confirmer si elle est en Martinique ou pas, ça sera déjà énorme pour moi parce qu'on n'a plus de traces d'elle depuis 40 ans, vous voyez. Oh, c'est super gentil. Alors elle s'appelle Casper, K-A-S-P-E-R. Prénom Marie-André. De la Réunion, de l'île de la Réunion? Ah bon? Et vous la trouvez pas sur la Martinique du tout? Et le fait que vous la trouviez affiliée à une caisse de l'île de la Réunion, ça c'est une information qui est toujours d'actualité ou qui peut avoir changé depuis? Ah, et vous pouvez me dire dans quelle ville elle est? Elle m'a dit la possession, je crois. Ça existe la possession oui, ou pas? La possession, oui, tout à fait. C'est quoi? C'est une commune de l'Ouest en fait. Après, c'est une grande commune. Mais c'est déjà pas mal. D'après l'administration antillaise, Marie-André ne serait plus en Martinique, mais à l'île de la Réunion, un autre département outre-mer. Touchée par l'histoire de Stéphane, la personne au bout du fil accepte de me livrer une adresse. Je décide de partir à la Réunion pour suivre mes investigations. Une fois sur place, direction la possession, Marie-André serait hébergée chez une certaine Madame France. Donc là, on va à la possession, à l'adresse que j'ai trouvée pour Marie-André, qui date de 2012. Donc elle était encore domiciliée chez quelqu'un l'année dernière. Donc je ne sais pas si elle vit toujours là, si elle a déménagé. Apparemment, elle n'est plus là. Mais comme c'est une adresse récente, je vais tirer sur les ficelles et je vais remonter jusqu'à elle. J'espère juste qu'elle n'a pas quitté l'île. Parce que là, ce serait dommage d'être venue si loin pour ne pas la trouver. S'il vous plaît, bonjour. Je cherche la rue Romain Roland. Je cherche la rue Romain Roland, s'il vous plaît. Ah, c'est ici. Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Madame Marie Madame France, pardon. Non. Et Marie-André Casper? Non, ça vous dit rien? Bonjour madame. Je cherche quelqu'un qui habitait là l'année dernière, qui s'appelle Marie-André. Comment? Marie-André Casper. Je sais pas justement. Elle était logée chez une dame qui s'appelle Madame France. Demande l'autre monsieur, l'autre concierge. L'autre monsieur, où ça? Il y a un concierge là. Dans cet immeuble vert là? Excusez-moi monsieur, je cherche une dame qui habitait ici l'année dernière. Marie-André. Ça vous dit rien? Et la rue Romain Roland, c'est que... C'est quoi? C'est cet ensemble d'immeubles là? Depuis là jusqu'à là-bas, tout ça là. Jusqu'à là-bas, c'est-à-dire où? C'est en face, côté boulangerie bas quoi. Mais c'est loin? Ah oui, c'est loin. Elle est longue la rue? Oui, oui. Ah. All right. Yeah. Ça vous dit rien? Et Madame France, ça vous dit rien? Ah bah mince alors. Un appartement, Comment? c'est un appartement. Je ne sais pas. Ouais, je suis au 76, mais il n'y a personne dans mon immeuble qui s'appelle comme ça. Merci de votre gentillesse, au revoir. Non, vous connaissez Madame France, vous? Vous avez vu, vous avez frappé à la bonne porte. Ah! Vous m'avez entendu? Oui. Vous m'avez entendu demander Madame France? Vous avez Louis Fine? Juste à côté. C'est ce que je veux Mais juste à côté, mais où? Parce que j'en viens. Juste à côté. Mais c'est pas croyable. C'est le portail blanc, là. Ah bah merci de votre gentillesse, c'est génial, merci. Ils vont jamais m'entendre.
quelqu'un? Ah, vous êtes gentil, hein, merci. Y a quelqu'un? Ah, ça y est, il y a une dame. Merci. Hein. Vous êtes Madame France? Ah, et vous voulez bien m'ouvrir? Marie-Ange, bonjour, je m'appelle Patricia. Je suis journaliste, en fait, je viens de Métropole. Parce que je cherche une dame que vous avez hébergée, qui s'appelle Marie-André. Casper. Oui. Quand elle était ici, elle me parlait souvent. Elle avait une fille qui s'appelait Sonia. Mais elle vous a pas parlé d'un premier fils qu'elle a eu en métropole? Oui, mais elle m'a dit ça, elle n'a plus de nouvelles. C'est ça? Oui. Stéphane? Oui. Ah, elle vous en a parlé? Oui, oui. Ah, vous me rassurez? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Elle est partie sans laisser d'adresse. C'est pas vrai. Elle s'est habillée le matin. On devait aller à la messe avec. Mais après, elle me dit, bon, ben, elle a un copain. Elle va voir son copain sur le port. Et son copain s'appelait David. Jusqu'à maintenant, on n'a plus de nouvelles. Mais comme elle faisait beaucoup de karaoké, j'ai l'impression qu'elle est sur le port, aux alentours de l'ancien bazar du port. Marie-André n'a apparemment pas eu une vie facile. Elle a eu d'autres enfants, dont une fille Sonia, mais elle n'a jamais oublié son fils Stéphane. Depuis toujours, elle souffre de ses relations rompues avec sa famille en France. Isolée et sans ressources, elle vivote, change régulièrement d'adresse et se fait héberger. Elle vivrait à quelques pas d'ici, dans la ville du port, chez son petit ami, un certain David, avec qui elle fréquente les karaokés du coin. Je m'y rends directement en espérant l'y trouver. Ça vous dit quelque chose, Marie-André? Une métro qui venait chanter? Marie-André. Ah! Par une chance incroyable, la responsable de l'établissement semble se souvenir de Marie-André. On dit pas André, on dit Marie. Ah, vous l'appelez Marie, vous? Oui, Marie, ben c'est Marie-André ou Marie-Thérèse, ici c'est Marie. Hein. Ah! La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Ah, ben, un mois, ça fait un mois, 2 mois. Un mois, donc c'est récent, d'accord. Il vient de nous arriver un truc extraordinaire, c'est qu'en allant tout bêtement dans ce café, ils se demandaient qui on cherchait, ça leur a fait tilt, ils ont dit mais on la connaît, on l'appelle pas Marie-André, on l'appelle Marie. Et c'est une femme qui a une vie un peu difficile, sa fille est très jolie, elle a les yeux un peu bridés, elle a eu avec un Chinois. Et effectivement, elle traîne bien dans les karaokés qui sont un petit peu au-dessus. Donc elle nous a donné deux adresses de bars qui sont pas très loin. Si la chance continue à être au rendez-vous, on devrait pouvoir la retrouver dans la journée. Cabardoc. Ça ressemblerait bien à un karaoké, ça, Cabardoc. Cabardoc. Attends, je demande au monsieur, là. Pardon, monsieur? Bonjour. Je cherche un bar qui s'appelle le Matoc. C'est votre droit. Ah, je vous remercie. Au revoir. Immeuble blanc, oui? C'est dessous. Ah, c'est dessous. Oui, c'est au rez-de-chaussée à top. D'accord, ok. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonjour, je cherche quelqu'un qui s'appelle Marie, une métro. Ça fait un moment que je n'ai pas vu. À côté? Peut-être elle sait où elle habite, mais elle a une copine. Ça, c'est sa copine. Oh, j'y vais, merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche Marie. Marie-André. Elle a une fille. Oui. Qui a une petite fille. Oui. Qui s'appelle Maëlys. Oui. Alors, vous avez son adresse ou pas? Donc là, elle est à Saint-André. Oui. Et où elle habite où? Mais où? Je ne sais pas, mais quelle place. Mais je sais, elle habite à Saint-André avec sa fille. Mais vous n'avez pas son téléphone? Non, j'ai pas de téléphone. Comment je peux faire pour la trouver à Saint-André, moi? Un hasard inattendu me rapproche du but. Je tombe sur une amie de Marie-André qui m'apprend qu'elle ne vit plus ici, mais chez sa fille Sonia, à Saint-André, une ville plus au nord. Mais elle n'a ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Mais elle habite où? Il y en a une monsieur qui connaît Ali, habite ici même. Elle n'était pas avec quelqu'un qui s'appelait David avant? Oui. Ah, c'est elle alors. Hein. Monsieur David, Zoupira. David, il est là. David, il est là, David? Oui, avec les chapeaux noirs, casquette noire là. Ah, c'est lui, David?
Est-ce que vous savez où je peux trouver Marie? C'est vous, David? Ah, mais vous étiez son chéri avant? Non? C'est une bonne nouvelle, c'est pour ça, si vous pouvez m'aider à la retrouver, ça serait cool. La chance est décidément au rendez-vous. Je rencontre David, l'ex-petit ami de Marie-André. Il est toujours en contact avec son gendre, il habite à 2 rues d'ici. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre alors? Mais après, il dit le papa là, garde l'enfant avec lui jusqu'à maintenant. C'est pas le papa qui a gardé l'enfant en fait, c'est sa mère à Marie-André. Ah. Mais elle a coupé avec toute sa famille. Oui. Et elle vous a dit qu'elle aimerait bien le revoir, son fils? Oui, si. Alors là, c'est qui habite là, son gendre? Ouais. Et vous le connaissez bien? Oui. Oui? Nicolas. Nicolas, vous êtes son gendre. Vous êtes l'ex-mari? C'est toute une histoire. Ah, vous êtes l'ex-mari de Sonia. Voilà. D'accord, j'ai compris. Et elle vous a pas donné son adresse? Vous voulez pas lui demander son adresse? Demandez-lui. C'est plus facile pour nous. Ça y est, hein, je pense que la prochaine étape, c'est Marie, qui vit chez sa fille Sonia. Bon, voilà, je pense que là, tous les indices sont au vert. Je pense que ça va lui faire plaisir de savoir que son fils la recherche. Tout le monde est au courant qu'elle a eu cet enfant en métropole il y a 40 ans. Donc c'est déjà, j'y vais sereine là. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear. Vous habitez là? Vous êtes Sonia? Ah, bonjour, je suis Patricia. Vous êtes la fille de Marie-André? En fait, je viens voir Marie-André. Oui, elle arrive. Elle arrive? Voilà, en fait, c'est elle, Marie-André. Waouh, Marie-André, je suis ravie de vous voir en vrai, parce que je viens de super loin pour vous. J'ai parcouru 10 000 km pour être là. 10 000 km quand même. Vous savez d'où je viens? Non. Elle le sait. Hein? Vous savez pourquoi je suis là? Mon fils. Ouais. Stéphane. Oh, le vrai? Ouais. Ça vous fait plaisir? Hein? Oh, Marie-André. Oh, ça me fait plaisir. Mon fils, je ne l'ai jamais oublié. Ah. Stéphane. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. C'est cool. Et vous l'avez recherché ou comment? Si. Marie-André affiche un grand bonheur. Elle m'explique tout de suite combien cela était difficile pour elle de laisser Stéphane, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix. Fille-mère contre l'avis de ses parents, ils se sont accaparés son fils. Avec les années, elle n'a pas eu le courage de revenir en France, par crainte d'être rejetée. Sous le choc de l'annonce, elle est euphorique. Un mélange de joie, de douleur et d'excitation, elle lâche prise. Ah. Faut pas pleurer. Oh, bah parce que c'est des larmes de joie, ça. C'était pas vraiment de ma faute. Je sais, vous inquiétez pas. Hein. Et parce que souvent, elle nous parlait d'elle, enfin, ouais. de Stéphane. Elle nous disait qu'en fait, elle avait une famille très sévère, qu'elle voulait pas que nous, moi et mon frère, Christophe, qu'on connaisse sa famille parce qu'ils étaient sévères. Ah, oui. Et comme mon frère, il est noir, bah, en fait, ça pouvait poser problème. Ouais. C'est fou, ça, c'est fou. Oh. Bon, mais faut pas pleurer. Mais c'est des larmes de bonheur, ça. Ça fait du bien. Ça fait 40 ans que vous avez ça sur le cœur, non? Oui, mais je l'ai jamais abandonné. Bah ça va lui faire du bien de savoir ça, parce que lui, il savait pas vraiment, en fait. Il n'a pas eu de version. Et effectivement, votre mère, qui est toujours en vie, votre mère a toujours refusé de parler de vous à Stéphane. Ma maman, c'était une chipie. D'ailleurs, elle a refusé de me parler. Hein. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Partagée entre bonheur et rancune, Marie-André finit par craquer. Non, j'ai mal. J'ai mal. Ça va aller. Ouais. C'est derrière tout ça. Hein.
Non, c'est pas derrière. Oh si, c'est loin maintenant. Il faut penser à ce qui va arriver maintenant. Hein? D'accord? Stéphane, je t'aime. Stéphane, je t'ai jamais oublié, Stéphane. Tu étais tout petit dans mon corps. Voilà. Vous me croyez? Oui, ça allait bien, ça allait bien. Allez. Ça allait bien. Ça allait bien. Ça allait bien. Oh, il a souffert votre fils, hein. Vous lui avez manqué, hein. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas de ma faute. Je sais, il le sait aussi. Et vous avez 2 petites filles encore en France. Vous avez 2 petites filles qui rêvent de vous connaître. Ah bon? Ouais. Je quitte Marie-André avec un message pour son fils. Elle n'est pas prête à revenir en France pour l'instant, mais s'impatiente de le revoir et de faire la connaissance de ses petits-enfants. De retour en métropole, me revoilà sur les routes, direction Sarreguemines, pour annoncer la bonne nouvelle à Stéphane et à sa fille Justine. Après une folle aventure à La Réunion, me voilà sur les routes d'Alsace, à la rencontre pour la 2e fois de Stéphane, pour lui faire part des résultats de mon enquête. Donc bien sûr, il ignore totalement ce que je vais lui annoncer. Sa fille, par contre, Justine, m'a-t-il dit, est très curieuse des motifs de notre visite aujourd'hui. Je ne lui ai rien dit. Je vais lui laisser le loisir de découvrir en images le résultat de mon enquête, le visage de sa mère, et puis je vais le laisser réagir. Je pense qu'il ne s'attend pas du tout à ce qu'on ait retrouvé sa mère. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il imagine qu'on a pu aller jusqu'à la Martinique déjà pour la retrouver, mais encore moins jusqu'à La Réunion. Donc ça va être drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est de passer de 30 degrés à moins 2 degrés, là, en Alsace. C'est marrant, ils vivent vraiment aux antipodes. Effectivement, c'est pas facile comme histoire, avec la piste de départ qui était la Martinique. Donc, je vous dis franchement, on n'a rien trouvé en Martinique. Super, déjà une mauvaise piste. Voilà, donc depuis 40 ans, plus aucune trace de Marie-André en Martinique. Donc on a dû poursuivre l'enquête et on s'est retrouvé à l'île de la Réunion. Et alors je vais vous montrer le résultat de nos investigations en images. En images, oh là. En images. Les images parleront d'elles-mêmes. Vous êtes Sonia? Ah, bonjour, je suis Patricia. Vous êtes la fille de Marie-André? En fait, je viens voir Marie-André. Oui, elle arrive. Elle arrive? Voilà, en fait, c'est elle, Marie-André. Waouh, Marie-André, je suis ravie de vous voir en vrai. Parce que je viens de super loin pour vous. Vous savez pourquoi je suis là? Il y a quelqu'un. Mon fils. Ouais. Stéphane. Oh, le vrai? Ouais. Ça vous fait plaisir? Hein? Oh. Marie-André. Running through the black night, I'm sure I had the green light. A car ran over. I thought that I would die. Then from Vous lui avez manqué, hein. Mais c'est pas de ma faute. Je sais, il le sait aussi. Et vous avez 2 petites filles encore en France. Vous avez 2 petites filles qui rêvent de vous connaître. Ah bon? Ouais. Très chaud au cœur. C'est bon? Ça enlève un gros poids, j'imagine, non?
40 ans, on m'a menti, et puis là, en 2 mois, C'est vrai, ça allait vite quand même. ça fait des miracles. Wow. Ah, Justine, t'es émue, hein? Ah ouais. Comment tu la trouves déjà? Terrible. Elle est laquée avec sa mère. Elle t'a jamais oublié, tu vois, elle t'a cherché aussi. Elle a parlé de toi à ses autres enfants. Ouais. T'as toute une famille qui t'attend là-bas. Je trompe. Oh, putain. Tu te rends que c'est normal, hein? Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Ben non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je pensais que voilà, t'as fait des démarches, il y a eu des barrages et tout. Ah, c'est carrément elle, tout l'écran et tout, avec une frangine en plus. Quand il s'est dit Marie-André, alors là... Elle m'a laissé des photos, tiens. Ah oui, oui, oui. Donc c'est ta sœur. Mignonne, hein? Sa petite fille dont je te parlais, qui a 3 ans ou 5 ans, je ne sais. 5 ans, elle a 5 ans. Ouais. On dirait parce que ma fille, juste un peu le nez, les oreilles. Ah ouais, ma parole. Avec la frange et tout, on dirait ma sœur. Elle est très jolie, cette petite fille. Hein. Elle a quel âge? Elle est encore plus belle en vrai. Elle a 5 ans, elle est belle comme un cœur. C'est incroyable, hein? C'est un truc de fou. Stéphane arrive à peine à réaliser. Il observe une à une les photos de ses frères et sœurs et s'imagine déjà les rejoindre à la Réunion. Un tournant dans sa vie qu'il doit à sa fille Justine, sans laquelle il n'aurait jamais eu le courage d'aller au bout de ses recherches. La voir pleurer, dire que mon père lui manque, qu'elle a pensé à lui, ça m'a fait chaud au cœur. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je suis sous choc, je suis... Mon père, ça se voyait qu'il n'était pas bien et qu'il pensait souvent à sa mère, donc c'était triste. Il avait pratiquement jamais le sourire et tout ça. Alors que maintenant, je pense que ça va changer. L'année prochaine, aller voir ma vraie mère avec mon vrai frère et ma sœur et la petite. Je pense que ma femme avec mes enfants. Et puis... Je suis heureuse pour tout le monde, surtout pour mon père, parce que ça va faire bizarre quand même de la voir, tout ça. Mon père va pleurer aussi. Ça sera bizarre de le voir pleurer. Mais là, maintenant, je peux repartir sur des nouvelles bases. Je peux partir, je peux vivre une nouvelle vie. Un nouveau truc. Un nouveau truc. J'aurais jamais pensé que ça serait aussi rapide et aussi incroyable. Séverine n'a jamais connu son demi-frère, abandonné à l'âge de 6 ans par sa maman sous la pression familiale. Issue d'une famille de 4 sœurs, Séverine est prête à tout pour retrouver ce demi-frère. Un cadeau qu'elle souhaite offrir à sa maman depuis des années. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Séverine. À 32 ans, cette jeune femme d'origine tahitienne ne vit en France que depuis 4 mois. À peine arrivée, elle s'est empressée de faire appel à moi pour retrouver un être cher qu'elle n'a jamais connu. Je recherche mon demi-frère que j'ai jamais vu. David ? David, oui. Séverine n'est pas seule à entreprendre ses recherches. Ses sœurs, toutes 3 en Polynésie, comptent sur elle pour retrouver David, qu'elles ne connaissent qu'à travers les yeux de leur maman, Marie-Ange. Cette démarche, elle est très importante pour toi. Pourquoi? Parce que ma maman, pour moi, ça a été la meilleure des mamans. Et si je peux lui faire un cadeau... Pleure pas. Si je peux lui faire un cadeau, ce serait celui-là.
Je sais qu'elle a rencontré un homme, qu'elle est tombée enceinte, que cet homme l'a laissée du jour au lendemain. Du coup, elle a passé sa grossesse seule. Marie-Ange décide alors d'élever son fils auprès de sa famille à Briançon. C'est là qu'elle rencontre le père de Séverine, un jeune Tahitien. C'est le coup de foudre, elle le suit aussitôt en Polynésie et confie le petit David à ses parents, persuadés de le récupérer dès qu'elle sera installée. Ma grand-mère lui en voulait d'être partie à Tahiti. Alors pour la punir quelque part, entre guillemets, elle a fait adopter le petit David. David est adopté à l'âge de 7 ans, mais il reste néanmoins en contact avec ses grands-parents maternels, à qui il rend visite pendant les vacances. Marie-Ange, elle, n'a jamais pu revoir son fils. Elle ne recevra que quelques photos, auxquelles elle s'accroche désespérément depuis plus de 30 ans. Ma maman, elle a toujours gardé un cadre d'une photo de David à côté de son lit. Et nous, ça nous fait bizarre parce qu'on voit pratiquement tout le temps sa photo, mais on ne le connaît pas. On aurait aimé faire sa connaissance et grandir avec lui. Si je peux faire quelque chose pour retrouver David, je ferai. Rien que pour son bonheur. À elle et à nous et à David. On va tout faire pour le retrouver, parce que ta démarche, elle n'est pas anodine. Ça fait 4 mois seulement que tu es en France et la première chose que tu as faite en arrivant ici, c'est d'entreprendre des démarches pour retrouver ton frère. Donc ça veut dire à quel point c'est important pour toi. Ça nous a touchés et on va se donner les moyens de le retrouver. Voilà, je te le promets. Merci beaucoup. Bravo. Ma seule piste, la ville de Briançon dans les Hautes-Alpes où ont vécu les parents de Marie-Ange. Ils ne sont plus en vie aujourd'hui, mais quelqu'un se souviendra peut-être de David, qui leur rend des visites régulièrement. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. Malheureusement, personne ne répond. Autre solution, tenter de localiser le frère de Marie-Ange. Il était très proche de ses parents et avait lui aussi rompu les liens avec sa sœur, peu après son départ pour Tahiti. J'appelle le bureau pour faire le point avec mon équipe. Donc je suis devant le 19 là, il n'y a plus personne, tout est fermé, il n'y a pas de voisins, je suis un peu dans une impasse. Est-ce que je me disais, l'oncle de David, Jean-Paul, il y a moyen de le retrouver lui? Tu veux bien regarder dans les annuaires et si tu veux bien regarder, tu élargis sur la France en sécu? Oui, c'est ça. Il a pris les 2 noms. Ah, il n'y en a qu'un seul dans toute la France? Il est où? Ah, vers Albertville. D'accord, vers Albertville dans le 73. Direction Albertville, j'espère qu'il s'agit bien de l'oncle de David et qu'il acceptera de m'aider malgré ses différends avec Marie-Ange. En pleine montagne, au cœur des Mélèzes, et je cherche le numéro 248. Alors, c'est qu'il y a des chalets, mais c'est pas très bien numéroté. S'il travaille, j'ai pas de chance, aucune chance de le trouver en fait. Je vais le voir là. Ah si, 248, c'est là. C'est le portail vert, c'est fermé, mince. Mais j'ai l'impression que les volets sont ouverts quand même. Il y a même des fenêtres ouvertes. Je vais tenter. Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je cherche Jean-Paul. Parce que il peut peut-être m'aider à contacter son neveu.
Moi, je cherche David. Peut-être que vous pouvez m'aider d'ailleurs. C'est pas vrai. Oh, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser. Je ne savais pas. Ah, je m'attendais pas à une telle nouvelle. Son mari vient de décéder, donc Jean-Paul, le frère de Marie-Ange, vient de décéder et j'espère que j'ai pas choqué la dame en lui demandant à parler à son mari, mais bon, elle va peut-être pouvoir m'aider en tout cas à entrer en contact avec David. La veuve de Jean-Paul refuse d'être filmée, elle accepte néanmoins de me parler hors caméra et m'évoque ses souvenirs de David. Elle m'a notamment appris donc qu'elle n'avait plus de nouvelles malheureusement de David depuis son adoption, mais elle s'est souvenue approximativement du nom des personnes qu'il avait adoptées. Donc maintenant je dois absolument trouver un ordinateur pour essayer de chercher à partir de Vers, un début de nom qui commencerait par Vers, Vergnon, Vernier, dans la région de Lyon. Je me pose dans un café, je passe quelques coups de fil et demande à mon équipe de vérifier l'identité de David auprès de sa mairie de naissance. J'obtiens la confirmation de son nom de famille. Je décide alors de contacter tous les Vergnons de la région en espérant tomber sur un de ses proches. Je cherche à joindre une personne qui s'appelle David Vergnon. Oui, il n'est pas de votre famille, David Vergnon. Ça répond pas. Une messagerie. Allô ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, je cherche à joindre une personne qui s'appelle David. David Vergnon. Mes coups de fil ne donnent rien. J'élargis alors mes recherches sur Internet. David Vergnon, 41 ans, à Lyon. Collège. David Vergnon encore. Bibliothèque de... En recoupant, je me rends compte que c'est bien le bon David Vergnon. Il est agent du patrimoine, donc en fait il est bibliothécaire, dans une bibliothèque qui se trouve à pas très loin de Lyon. Il a 41 ans et il est bien né le 26 janvier 72, donc c'est pas possible que ce soit un homonyme. Donc je pense qu'on a affaire au bon David Vergnon. Mais maintenant la seule façon de s'en assurer à 100%, c'est d'y aller et de lui poser la question. Direction maintenant la ville de Lyon, je me rends sur le lieu de travail de David, impatiente de pouvoir enfin le rencontrer. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je vois qu'il y a du monde à l'étage, donc j'y vais un petit peu à l'aveuglette et puis je ne sais pas trop ce que je vais lui dire. Mais je vais improviser, on va laisser le cœur parler. Bonjour, je viens voir David. Vergnon. Oui. Il est là? Il est à la discothèque. Ah, d'accord. En permanence en discothèque. Oui. Je peux vous accompagner? C'est très gentil. Je pense que c'est lui là. Ouh, j'ai le cœur qui bat. C'est très gentil. Bonjour. David? Bonjour. Je m'appelle Patricia. Enchantée. On peut se voir dehors 2 minutes? Oui, pourquoi? J'ai une surprise. Je suis très heureuse de vous retrouver. De vous retrouver. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous cherche depuis très 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 longtemps. Vous avez une idée ou pas? Il peut y en avoir des milliards d'idées. En fait, il y a plusieurs personnes qui vous cherchent. La première qui vous cherche, c'est quelqu'un dont je pense que vous ignorez l'existence. C'est une sœur. D'accord, donc c'est bien ça. Qui s'appelle Séverine. Ça vous dit quelque chose? Non, mais j'imagine ce que c'est. Enfin, c'est ce que je pensais. Enfin, ce qui était faisable. Et ça fait partie d'un point de ma vie. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Alors, il y a toutes vos sœurs qui vous cherchent et vous en avez 4. Oh, putain. D'accord. Et puis, il y a la maman derrière. Bah oui, j'imagine. Qui ne vous a jamais oublié. Bah, je sais très bien, j'imagine très bien qu'elle a jamais oublié. Puis elle a toujours parlé de vous à ses autres enfants. Enfin, ça n'a jamais été un secret de famille. Voilà, tout le monde vous cherche depuis des années, quoi. You used to lift me up.
J'ai quelques photos de vous petits. Je vais vous montrer ce que j'ai à ma disposition. C'est pas énorme non plus, hein. Mais en tout cas, on est là pour que tout s'éclaircisse idéalement pour tout le monde. Donc ça, c'est une photo que votre maman a toujours gardée et qu'elle a évidemment transmise à ses autres enfants. Ça, c'est votre sœur qui est à l'origine de cette démarche, qui s'appelle Séverine. Bon, c'est quand elle était petite. Et Séverine est en métropole. Et c'est ce qui a aidé à ce qu'elle puisse entreprendre ses recherches au nom de toute la famille. Dites-vous que vous êtes très attendu, très désiré, et puis ne vous posez pas d'autres questions que ça. J'ai toujours pensé, enfin pas toujours, récemment pensé depuis une vingtaine d'années que c'était certainement très difficile pour elle, qu'elle pensait certainement encore aujourd'hui à ça, enfin moi indirectement, que voilà, ça pouvait être une énorme blessure et que je me mettais bien à sa place. Donc on va faire ça tout doucement. Ça tombe bien parce que c'est Séverine qui fait la démarche, donc c'est plus facile aussi pour vous. Et puis après, vous construirez l'histoire petit à petit. On vous organise ça lundi après-midi? Ouais, cool. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé David. J'ai le cœur qui bat encore un petit peu là, j'étais très émue. Parce que je ne savais pas ce qu'il savait de sa mère, de ses origines, je savais qu'il ne connaissait pas ses sœurs, je ne savais pas comment il allait réagir vis-à-vis de ses parents adoptifs, qui sont toujours vivants, c'est toujours délicat. Enfin bon, il y avait plein de paramètres comme ça qui se mélangeaient dans ma tête, donc j'étais pas très sûre de moi quand je suis rentrée dans la bibliothèque, mais il a tout de suite très bien réagi, donc je suis soulagée. Et le point positif en plus, c'est qu'il accepte de rencontrer sa sœur. C'est bien que ce soit les enfants finalement qui recollent les morceaux dans cette histoire. C'est plus facile, voilà. Le lien va se recréer plus facilement entre frères et sœurs. C'est moins délicat que quand c'est un affrontement direct avec la maman, surtout après un abandon entre guillemets de 4 décennies comme ça. Donc c'est plutôt bien si la famille peut se recoller par l'intermédiaire des frères et sœurs. David avait 6 ans quand sa mère est partie. Il a gardé quelques souvenirs et malgré son adoption, il ne lui en a jamais voulu. Il est heureux de pouvoir rencontrer sa demi-sœur. J'organise les retrouvailles à Toulon où habite Séverine. Elle ne se doute absolument de rien. David n'est qu'à quelques mètres, une immense surprise. Donc Séverine, si je t'ai donné rendez-vous ici, au bord de la mer, c'est parce que ça nous rappelle Tahiti, bien sûr. Et aujourd'hui, on se doit d'avoir une pensée pour ta maman, qui est ta maman commune avec David, le cadeau que tu voulais lui offrir. Ma maman, pour moi, ça a été la meilleure des mamans. Et si je peux lui faire un cadeau... Si je peux lui faire un cadeau, ce serait celui-là. Take the words that I say. Take yourself from me. Si je peux faire quelque chose pour retrouver David, je le ferai. Rien que pour son bonheur. À elle et à nous et à David. Et je voulais t'annoncer que ce cadeau, il était là. Oh non. Viens, David. Je te présente ta magnifique sœur. Tu vas lui faire un bisou? Allez, va lui faire un bisou, elle attend que ça. Si tu savais comment tu comptes pour ma maman. J'aurais voulu qu'elle sache que de toute façon, moi tant pis, j'ai fait ma vie.
pas grave. Mais que je te trouvais un peu démesuré éventuellement ça lui porte, enfin que ce soit mal toute sa vie à cause de ça. C'était un poids énorme. Moi justement c'était ce que je voulais pas. Énorme. Si c'était le cas. Parce qu'après moi je sais pas, il y a beaucoup de choses que je sais pas. Et pourquoi, du comment, Oui. Justement, il y a beaucoup trop de choses que tu sais pas. Moi j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'en ai quelques-uns. Malgré tout. J'étais petit. Donc voilà. Oh mon Dieu. Je sais même pas quoi dire. Je suis plus sur terre là. Je suis désolé. Quand elle était petite, enfin de notre maman, les yeux bleus. On est 4 filles. On n'a aucune à ses yeux. Aucune de ces 4 filles n'a ses yeux. Aucune de ces 4 filles a ses vrais cheveux blonds. Merci d'être venue. Ça me touche beaucoup. Et je suis contente de faire ce cadeau pour ma maman, tu peux pas imaginer. Parce que ça a été une maman merveilleuse. Merveilleuse, vraiment. Elle s'est sacrifiée, mais tu peux même pas imaginer jusqu'à quel niveau, tu peux même pas. Je crois que c'est la plus belle chose que je fais dans ma vie. Je crois que c'est la plus belle chose. Et j'en suis vraiment fière pour toi, pour moi et pour ma maman. Maintenant, je me dis que je peux partir de ce monde sereine. Quelle surprise, non? Je suis contente pour toi. Merci beaucoup. Tu sais au moins pourquoi tu es venue en France. Tu n'es plus toute seule. Tu vas bien? Le pauvre, il a froid. Ouais. Tu le cacherais comme une maman. On voit qu'il n'a pas la vie qui des petits câlins. Ça va, je voyais qu'il avait froid, je sais que ça marche. Ouais. Alors là, tu vois, le jour se couche, là. Ouais. Il se lève à Tahiti. Si tu vois ce que je veux dire. On a peut-être une petite surprise pour toi. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Après avoir rencontré sa sœur, David accepte de revoir sa maman. 15 000 kilomètres les séparent. C'est grâce à la magie d'Internet que mère et fils vont se retrouver. Elle sait qu'on a prévu de faire une séquence. Elle ne sait pas du tout ce qui va se passer de l'autre côté. Non, elle est au courant de rien du tout. Il est quelle heure là à Tahiti? Là, il doit être 7h30 du matin. D'accord. On va se connecter alors. Ok. Puis on va lui faire la surprise de lui présenter son fils, qu'elle n'a pas revu depuis très longtemps. Avec plaisir. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all. Bonsoir Marie-Ange. Oui, bonjour. Bonjour, pardon, vous allez bien? Je vais bien, oui. Bon, alors on a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ben, je m'en doute. Comme vous n'êtes pas sur place, oui. On vous a apporté David sur un plateau. Oh, c'est pas vrai? Oui. Alors, il est là, il est juste à côté de nous. Et depuis tout à l'heure, il entend votre voix, mais je crois qu'il a très envie de voir votre visage aussi. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à voir votre fils? Ben, bien sûr. Il est là. Ok. Ok. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bah moi oui. Oui, ça va. Okay. Je suis bien contente qu'on peut retrouver, tu sais. Je suis très, très contente. Vous pensiez que ce jour arriverait? Oui. Peut-être pas comme ça, peut-être même pas aussi vite, mais je sentais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait, quoi. Quand je te regarde et quand je me regarde, on dirait que tu me ressembles. C'est clair. Bah a priori. Oui, moi j'ai trouvé un peu. Après toutes ces années, mère et fils peinent à exprimer leurs sentiments. David contient son émotion. Marie-Ange, elle, s'inquiète de la réaction des parents adoptifs de son fils. Et tu as dit à tes parents qu'il y aurait ce petit rendez-vous aujourd'hui? Tu leur en as parlé? Non, je n'en aurais pas parlé. Non pas que je veuille leur cacher, hein, puis surtout que ça ne les dérangerait pas du tout. Ils seraient même prêts à m'aider s'il y avait besoin de m'aider. Mais pour l'instant, c'est un moment à moi.
C'est intime. Ils le sauront après. Et vous, Marie-Ange, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à David ce soir? Ben, j'aurais envie de dire que ça continue, quoi, qu'on continue à se parler, même à se voir physiquement si je vais en France. Et voilà, ça ne s'arrête pas là, quoi. Vous allez pouvoir vous rencontrer dans quelques mois, alors. C'est chose faisable. C'est une belle journée qui se lève pour vous et une belle nuit qui s'annonce de notre côté. Nana. On vous embrasse, au revoir. Bisous, Nana. Nana. Au moment où je l'ai vu, ma vie a changé. Je n'ai pas encore réalisé, je pense. Mais ça m'a soulagée. Ça me fait plaisir, ça veut dire que voilà, le but est pas encore atteint, mais presque atteint de ce que moi je désirais. C'est une de mes plus belles journées de ma vie. Maintenant, je peux dire concrètement que j'ai un frère et je suis fière parce que j'ai toujours voulu avoir un frère, même si j'ai pas grandi avec. Il y a quelque chose qui peut se construire. Pour ma maman, il n'y a pas de mots pour le décrire. Je voulais lui offrir le plus beau cadeau du monde et c'était celui-là. Alice a grandi sans ses parents. Placée en foyer par sa mère, elle s'est construite seule, simplement entourée de son frère aîné. À 60 ans, elle a besoin aujourd'hui de mieux comprendre son histoire. Son souhait, retrouver son père, qu'elle n'a jamais connu. J'aurais aimé savoir si vous pouviez éventuellement m'aider à faire des recherches pour retrouver mon père. Alice n'a pas connu son père, parti peu après sa naissance. Ses parents, Emilio et Marie-Louise, tous deux réfugiés politiques espagnols, se rencontrent en Algérie. Ils se marient en 1943, ont 2 enfants, Alice et son frère. Mais le couple bat de l'aile et finit par se séparer. Emilio coupe tout contact. Marie-Louise rencontre alors un autre homme, mais il n'accepte pas ses enfants. Par la suite, lorsque j'avais 4 ans, ma mère a décidé de se remarier et à partir de ce moment-là, nous avons été, mon frère et moi, placés en internat, en pension. Bien qu'Alice ait réussi à construire sa vie, sans l'aide ni la présence de ses parents, elle éprouve aujourd'hui le besoin de comprendre ce qui a poussé son père à rompre les liens avec elle et son frère. Nous sommes quand même ses enfants et bon, je pense que des enfants, ça compte quand même dans une vie. Alice n'avait que 6 mois quand son père et sa mère se sont séparés. Elle n'a aucun souvenir de lui et ne l'a jamais vu en photo. Ses seuls éléments, une date et un lieu de naissance. Et une rumeur familiale, son grand-père aurait été gouverneur de Malaga. D'après mon frère et d'après ma tante de Bretagne, qui elle était un peu plus âgée que mon frère, il aurait été fusillé.
Première piste, d'après le jugement de divorce, Emilio, le père d'Alice, est retourné en Espagne. Est-il toujours là-bas? A-t-il gardé contact avec des membres de sa famille? Autre piste, si le grand-père d'Alice a bien été gouverneur de Malaga au moment de la guerre civile, existe-t-il une trace quelque part dans les archives espagnoles? Luis Arraez Martinez, tiens. La memoria recuperada. Il est décédé à Alicante en 40. Où est-ce que j'ai vu? Voilà. Il a été nommé gouverneur civil de Malaga par le gouvernement de Largo Caballero. Dans sa jeunesse, il s'est transporté à Elda avec le reste de sa famille. Il y a des chances que ça soit lui. Il faudrait rentrer en contact avec l'historien qui a écrit ça. Ouais. Donc Pedro Paya Lopez. Donc, Université d'Alicante. ¿Nos podemos encontrar? Vale, estaría en España la semana próxima. Direction l'Espagne, la région d'Alicante. Là, l'idée, c'est de retrouver évidemment la trace de son père en Espagne, puisqu'on suppose qu'après le divorce en Algérie, il est rentré dans sa famille d'origine, dans son pays d'origine. Mais c'est assez flou. On sait qu'il était originaire d'Elda, qui est une province d'Alicante. On sait aussi que son père, donc le grand-père d'Alice, était gouverneur à Malaga, qu'il aurait été fusillé, donc des informations à vérifier, pour retrouver Emilio, donc le père d'Alice. À peine arrivé, je me rends à l'université d'Alicante. J'ai rendez-vous avec Pedro Paya Lopez, l'historien qui a retracé le parcours de Luis Arraez Martinez, gouverneur de Malaga à la fin des années 30. Est-il vraiment le grand-père paternel d'Alice? L'historien a-t-il gardé contact avec des membres de la famille? Mon unique chance de retrouver la trace d'Emilio. Hola. Bonjour. Bonjour. Pedro? Ah, enchanté. Luis Arraez est nommé gouverneur civil de Malaga. De 1936 à quelle année à Malaga? Au 8 février 1937. Ah, un an. Non, ça n'a pas été une année entière. Au 8 février, ce sont que 3 mois. Ah. L'historien m'apprend que Luis Arraez Martinez, le gouverneur de Malaga, est bien le grand-père paternel d'Alice. Lorsque la guerre civile éclate en Espagne, il décide de mettre sa femme et son fils Emilio en lieu sûr. Et ils sont partis où? Oran. Ah, Oran. D'après l'historien, le père d'Emilio devait les rejoindre par le dernier bateau, mais il a été capturé, puis fusillé avant d'embarquer. Ok. Et à quel moment a-t-il été assassiné? Luis Arraez a été assassiné le 12 juillet 1940. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. Même si j'en apprends davantage sur l'histoire paternelle d'Alice, je ne sais toujours pas où se trouve Emilio. Ma deuxième piste, Elda, sa ville natale. C'est un petit village qui est dans la région d'Alicante et on est devant le palais de justice, l'équivalent un peu de nos mairies en France, s'appelle le Juzgado. Et d'après mes informations, c'est ici que je vais pouvoir trouver des informations concernant son état civil, notamment s'il s'est remarié, voir s'il est décédé, entre autres. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Je suis à la recherche, s'il vous plaît, d'un homme qui est né ici, à Elda, en 1922. Il s'appelle Emilio Arraez Garcia. Très bien, un moment, je vous prie. Vous pouvez vérifier?
Alors c'est tout écrit à la main. Niño. Coledo. Cahier. J'arrive pas à déchiffrer ce qu'il y a écrit. Scusa. Excusez-moi, por favor, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider? Je ne comprends pas ce qui est écrit. Ok. Matrimonio. Mariage. À Elda, le 17 octobre 1960. Con María del Rosario. Avec Maria del Rosario. Se casó, matrimonio. Il s'est marié Le 17 octobre 1960. le 17 octobre 1960 avec qui? Maria del Rosario, Navarta, España. Navarta parece que ponga España. Et il y a d'autres informations? Il est mort. Falleció en Elda. Pardon? Emilio. Emilio fallecido? Emilio est mort? Oui. Verdad? Sí. C'est vrai? Falleció Oui, en Elda. il est mort à Elda le 13 mai 1985. Je suis sous le choc, car même si j'envisageais l'éventualité, je gardais l'espoir de le retrouver vivant. Vous pouvez m'aider à retrouver sa seconde famille? Si han nacido los Oui, à condition que ses enfants soient nés à Elda. Arraez Navarta, Oui, sí. s'il vous plaît. Oui. Donc il est mort en 85 et par contre ce qui est cool c'est qu'il s'était remarié en 60. Et là je me dis que j'ai peut-être l'espoir de... Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à trouver soit sa veuve, soit d'autres enfants qu'il aurait eu de sa deuxième union. Et ça serait vraiment génial. Alors visiblement il a trouvé d'autres enfants. Oh là là, il a trouvé 10 frères et sœurs là. Ocho? Ocho? Non. Il a trouvé 8 frères et sœurs. Il va falloir que je épluche tous ces documents, mes 8 frères et sœurs. Donc maintenant, il me reste à me rendre à l'Ayuntamiento, qui est l'équivalent de la mairie, pour savoir s'ils acceptent de me donner leurs adresses. Donc j'espère qu'ils sont toujours à Elda ou dans les environs. Comme ça, je profite d'aller les rencontrer, de leur annoncer, parce que je pense qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ont une sœur en France. Direction maintenant l'Ayuntamiento d'Elda. On y recense tous les habitants de la commune. Gracias. Buenos días, hola. Bonjour. Au juzgado, on m'a appris que la personne que je cherchais était décédée, mais qu'elle aurait 8 enfants. On va voir ça. Merci. Donnez-moi les papiers. Vous trouvez des choses intéressantes? Francisco Arraiz Navarta ne vit plus à Elda. Il était enregistré chez nous jusqu'en 2003. Ok. Il est parti vivre à Petrer. Ah, Estalero? Ah, c'est loin? Non, c'est une ville... La ville voisine? Ok. Oui, c'est une ville juste à côté. Vous aurez les renseignements là-bas. D'accord. D'accord. Ça, c'est pour Francisco. Petrer, qui est le village voisin. Après, j'ai aussi Ana Maria Arraiz Navarta. Elle vit ici à Elda, rue Ariez, au numéro 1. Numéro 1, deuxième étage à droite. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. De rien. Je repars avec 2 adresses, une à Petrer et une autre à Elda, où vit Ana Maria, la demi-sœur d'Alice. Je décide d'aller la voir, en espérant qu'elle soit chez elle. Excusez-moi, madame. Bonjour, le numéro 1, c'est où? C'est ici, le numéro 1. Ah, le numéro 1. La señora... Je cherche madame Arraiz Garcia. Arraiz Garcia? Non. Arraiz Navarta. Comment? Arraiz Navarta. Navarta, si. Arraiz Navarta, c'est ça. C'est moi. C'est vous? Je suis Ana Maria Arraiz Navarta. Pardon? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Ana Maria, enchantée. Je suis Patricia, vous ne me connaissez pas? Non. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez une sœur en France.
Une sœur en France? Non. Si, la fille de votre père, Emilio. Elle s'appelle Alice. Votre père... Mon père? Oui, votre père, Emilio. Mon père avait des sœurs, oui, mais elles sont décédées il y a longtemps. Mon père aussi, il y a 30 ans. Oui, je sais que votre père est décédé en 1985. Et votre père était marié... Avec ma mère, Maria del Rosario Navarta. Avant d'épouser votre mère, votre père s'est marié en Algérie et il a eu 2 enfants, vous le saviez? Non, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Vous avez une sœur qui s'appelle Alice? Non, je ne sais pas. Si, elle s'appelle Alice et elle a 65 ans. Et vous avez un frère qui s'appelle Luis. Vous êtes bien la fille d'Emilio? Oui, je suis la fille d'Emilio. Donc vous avez une sœur en France, une sœur aînée. Une sœur? Non, c'est pas possible. Je suis en train d'halluciner. Vous hallucinez? Oui, bien sûr. Mais ça vous fait quelque chose? Oui, ça me fait de la curiosité. Et de la joie aussi? Je savais qu'il avait été marié avant ma mère, mais qu'il avait eu des enfants, je ne le savais pas. Vous avez des photos de votre papa? Oui, j'en ai, elles sont en haut. Je peux les voir? Vous nous acceptez un petit moment? Je sors du travail. Vous pouvez venir un autre jour? Je viens seulement de sortir du travail et je suis vraiment très fatiguée. Oui, bien sûr. Quel jour? Non, pardon, dimanche? Le dimanche, c'est bon. À quelle heure? Comme vous voulez. Bon, le matin, disons 12 h? À midi, alors, ok. Très bien. Je vais essayer d'appeler mes frères et sœurs. Ça vous va? Je suis très heureuse de vous rencontrer, Anna Maria. Moi aussi. Oh, merci. Nous nous voyons dimanche alors. Je vais essayer de réunir mes frères et sœurs. Je vais voir ce que je peux faire. Faites comme vous pouvez. Je vous embrasse. Oui, bien sûr. Ciao, gracias. There's a limit to your love. Comme convenu, je retrouve Anna Maria le surlendemain afin de rencontrer les autres frères et sœurs d'Alice. Hola. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Que vous êtes belle. Merci de votre accueil. De rien. Rentrez. Vous avez appelé vos frères et sœurs? Oui, presque tous. Presque tous? Casi a todos, ils sont presque tous là. Hola. Bonjour. Merci d'être tous là. Estar aquí. Là, c'est mon père. Ah, ton père. Là, il était déjà malade. Ça, c'est ma mère. Et ton père a été malade pendant plusieurs années? Oui, il a été à partir de ses 52 ans et jusqu'à ses 61 ans lorsqu'il est décédé. Quand ses parents ont divorcé, Alice n'avait que 6 mois. Et son frère, qui s'appelle Luis, devait avoir à peine 3 ou 4 ans. Donc ils n'ont pas de souvenir de leur père. Ils ne sont pas non plus restés avec leur mère parce qu'elle les a abandonnés aussi après. Et elle s'est remariée ensuite. Avec un autre homme? Et elle les a abandonnés? Oui, avec un autre homme, et cet homme ne voulait pas de ses enfants. Les demi-frères et sœurs d'Alice ignoraient complètement son existence. Leur père ne leur avait jamais confié son ancienne vie. Sous le choc de l'annonce, ils craquent. C'est un choc pour vous, non? Ah oui, total. Total, hein, vous ne saviez rien. Non, on ne savait rien. Oh, ne pleurez pas. Je vais pleurer aussi, sinon. Oh, pardon. Mon pauvre père. Il nous a beaucoup protégés, il nous a tenus très soudés, toujours. Oui, tous autant que nous sommes. Des gens travailleurs, des gens bien. Nous étions 8, il a dû travailler beaucoup pour nous élever. Nous sommes des gens bien. Dieu merci, tous honnêtes. Pardon, hein, vraiment. Non, c'est rien, ça devait sortir. Nous sommes très sensibles. Anna Maria,
Anna Maria, tu es la porte-parole de toute la famille. Qu'est-ce que tu veux dire à ta sœur, à Alice? Tu as un message? Alice, en cherchant ton père, tu as finalement rencontré 8 frères et sœurs. Je sais que c'est un grand choc pour toi parce que ta mère t'a aussi abandonné. Je pense... Je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux lui dire que je suis vraiment désolée qu'il ait abandonné. Autant mon père que sa mère. Ça, c'est très dur. Mais maintenant, on est là pour toi. Il faut que tu saches que tu as 8 frères et sœurs. En cherchant son père, regarde, elle a retrouvé 8 frères et sœurs. C'est la seule chose que je peux dire. C'est très bien. C'est très bien, merci. De retour d'Espagne, je contacte Alice aussitôt pour lui faire part des résultats de mon enquête. Elle habite le sud de la France et me rejoint à Paris. Même si je redoute un peu de lui annoncer le décès de son père, j'espère apaiser sa peine en lui montrant une vidéo de ma rencontre avec ses demi-frères et sœurs. Bon, ça va, vous avez bien dormi quand même? Est-ce que vous étiez un peu stressé hier? Non, je vous avoue que j'ai bien dormi. Ah. Je ne suis pas vraiment stressée, je me pose des questions. C'est vrai? Voilà. Vous m'avez confié quelques petits documents, pas beaucoup parce que vous n'en aviez pas beaucoup concernant votre papa. Donc je suis partie en Espagne, je dois vous le dire. D'accord. Sur les traces de votre histoire, qui est aussi finalement un petit peu l'histoire de l'Espagne, puisque je peux vous confirmer que votre grand-père paternel était bien gouverneur de Malaga. Ah, donc vous avez une confirmation. J'ai une confirmation, et qu'il a bien été fusillé. D'accord. Et il a été fusillé parce qu'il a protégé votre papa de la guerre de Franco. Donc pour le protéger, il l'a envoyé en Algérie, où il a rencontré votre maman, et c'est le début de votre histoire. Alors malheureusement, j'ai pas une très bonne nouvelle, c'est que votre papa est décédé depuis très longtemps, en 1985. Ah oui, effectivement. Donc c'était avant que vous ne commenciez vos recherches. Mais j'ai quand même une petite surprise avec moi, et je vais vous la laisser découvrir en images. Excusez-moi, madame. Bonjour, le numéro 1, c'est où? C'est ici, le numéro 1. Je cherche madame Araez Garcia. Araez Garcia? Non. Araez Navarta. Comment? Lavarda. J'en ai eu des Lavarda. Vous êtes bien la fille d'Emilio? Oui, je suis la fille d'Emilio. Donc vous avez une sœur en France, une sœur aînée. Une sœur? Non, c'est pas possible. Si. Je suis en train d'halluciner. Tu es la porte-parole de toute la famille. Qu'est-ce que tu veux dire à ta sœur, à Alice? Tu as un message? Alice, en cherchant ton père, tu as finalement rencontré 8 frères et sœurs. Je sais que c'est un grand choc pour toi parce que ta mère t'a aussi abandonné. Je pense... Je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux lui dire que je suis vraiment désolée qu'il ait abandonné. Autant mon père que sa mère. Ça, c'est très dur. Mais maintenant, on est là pour toi. Il faut que tu saches que tu as 8 frères et sœurs. Et voilà. Eh ben, c'est super. C'est vrai? Ah, je suis contente. Moi aussi. Je suis contente pour vous. Ouais. Au moins, vous voyez, j'aurais quand même vu une photo. Et vous avez une grande famille. Vous qui avez grandi famille, toute seule avec votre frère. Vous êtes émue. Oui, un peu quand même. Vous craquez, ça y est, là. C'est quoi qui vous touche? Bon, un peu tout. Dites-moi. Un peu tout. Mais quoi surtout? Tout, la déception de ne pas l'avoir connu à temps, quoi. Mais bon. Je m'y attendais un peu, oui, Ben oui, il a été bon avec ses deuxièmes enfants, enfin, sa deuxième famille. Mais un peu plus dur avec nous. Bien, ben voilà. C'est quoi qui vous fait le plus mal? Qu'il n'ait pas parlé de vous, peut-être aussi? Oui, aussi, qu'il nous ait tenus cachés, quoi. Parce qu'aussi bien d'un côté comme de l'autre, en fait, on a été des enfants rejetés, niés, voilà. Il y a quand même une compensation.
suis ravie déjà d'avoir une réponse, hein, parce que même si mon père est décédé, mais au moins je connais un peu son parcours et puis je découvre une seconde famille. Donc c'est génial, parce qu'on va pouvoir, j'espère, avoir des échanges. C'est une histoire assez incroyable parce que ce père, il a quand même fondé 2 familles, il a fait sa vie dans 2 pays différents. Il n'y a jamais eu de lien qui a été fait entre ces 2 histoires-là, créées par le même homme, et il est décédé en emportant son secret. Sauf que l'histoire, elle nous rattrape toujours, et les gènes nous rattrapent toujours. Et aujourd'hui, ben voilà, 30 ans quasiment après la mort d'Emilio, ces 2 familles sont réunies.